Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Zbigniew Brzezinski, intitulé Le Grand Échiquier, l'Amérique et le reste du monde. Bon, le titre principal, c'est Le Grand Échiquier. Je crois que j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus. Alors, nous abordons, je crois que la 3e vidéo sur l'ouvrage de Brzezinski, voilà, qui est un ouvrage de géopolitique. Voilà, il a été conseiller du président américain Carter. Alors, donc, nous allons lire ces passages-là et puis en faire le commentaire. Alors, il écrit, en termes géopolitiques, cela explique pourquoi le conflit se concentre largement sur la périphérie du continent. Le bloc sino-soviétique, qui domine la majeure partie de la vaste Eurasie, ne réussit jamais à en contrôler les franges orientales et occidentales, sur lesquelles l'Amérique parvient à s'ancrer et à se doter de bases solides. D'accord. La défense de ces têtes de pont continentales donne lieu à des bras de fer successifs entre les deux adversaires. Mais c'est ça le problème. Hein? La crise ukrainienne n'est qu'un aspect de cette lutte. Voilà. Parce que l'OTAN n'a fait que s'étendre vers l'Est. Beaucoup de pays qui faisaient partie du pacte de Varsovie sont entrés dans l'OTAN. Et voilà le problème. Les premiers épisodes de tension, en particulier le blocus de Berlin sur le front ouest de la guerre de Corée, le blocus de Berlin sur le front ouest et la guerre de Corée à l'est, sont ainsi les premiers tests stratégiques de ce qu'on allait appeler la guerre froide. Aujourd'hui, elle se réchauffe en Ukraine. D'ailleurs, on a vu dernièrement le président Biden se fâcher parce que certaines informations des renseignements américains, notamment les services secrets, la CIA, la NSA et bien d'autres services, ils ont des dizaines de services secrets en fait. Il y a eu des fuites. Notamment, il a été révélé qu'il y a un navire qui était, je crois, dans la mer d'Azov et que les Ukrainiens ont bombardé, mais avec le soutien actif des Américains. Bon. C'est dans la presse, ce n'est pas moi seul qui dit ça. YouTube, il ne faut pas supprimer ma vidéo à cause de ça. Voilà. Dans la phase finale de la guerre froide, un 3e front défensif s'établit sur la frange sud de l'Eurasie. Voilà. L'invasion soviétique en Afghanistan déclenche une double réponse des États-Unis. Ils fournissent d'une part une assistance directe à la résistance intérieure afin de multiplier les embûches devant l'armée soviétique. D'autre part, ils renforcent de façon massive leur présence militaire dans le Golfe Persique. Voilà, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et l'Union soviétique a dû partir de l'Afghanistan. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ces mêmes talibans que les États-Unis ont soutenus contre l'URSS se sont retournés contre les États-Unis. Et on a vu dernièrement comment est-ce que les Américains ont quitté précipitamment Kaboul. Voilà, donc c'est ça le problème. Et puis aussi maintenant, ils ont vraiment un conflit latent avec l'Iran. L'Amérique a un conflit latent avec l'Iran. L'Iran qui estime que pour se faire respecter et craint, il faut qu'il se dote de l'arme nucléaire. C'est tout. Voilà, parce qu'on a vu différents régimes que les Américains soit ont combattu ou bien ont soutenu. Le régime de Mossadegh a été humilié. Certains membres de ce gouvernement ont été pendus. Avec en arrière-plan les services secrets américains qui agissaient en dessous. Et on a installé le Shah d'Iran, la famille des Pahlavi, mais ça s'est passé comment? Alors le pétrole ne profitait pas au peuple iranien. Alors, ça profitait aux multinationales américaines et à cette oligarchie qui était autour du Shah d'Iran. Donc voilà les faits. Bon, c'est pour ça qu'ils renforcent les présences dans le Golfe Persique. Voilà. Donc c'est ça. La mesure se veut dissuasive à l'égard de toute nouvelle tentative soviétique pour progresser militairement ou politiquement vers le sud. Aujourd'hui, c'est contre la Russie. Ce n'est plus l'Union soviétique. L'engagement américain dans le Golfe Persique atteint alors un niveau tout à fait comparable aux moyens investis dans la sécurité à l'est et à l'ouest. Bon, est-ce que c'est ça la sécurité? Les Américains, vous êtes tranquilles sur vous, mais vous allez ailleurs. Donc, cela veut dire quoi? Est-ce que c'est l'ailleurs qui fait votre sécurité? Je ne pense pas.
Aussi longtemps que dure la guerre froide, par peur d'un embrasement nucléaire, c'est ça, les deux parties sont dissuadées de recourir à un affrontement militaire direct. Aujourd'hui, les gens en parlent ouvertement. Sur les plateaux de télévision des pays occidentaux, les gens parlent ouvertement de la guerre nucléaire comme si c'est une affaire de manger un bonbon. Comme si c'est une affaire de manger un bonbon. Or, aujourd'hui, les bombes qu'on a, mais les explosions des bombes nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon, ce n'est rien. Ce n'est rien devant les nouvelles capacités que ces pays-là ont. Donc voilà le problème. L'Amérique, en s'appuyant sur la stratégie dite du containment, empêche le bloc communiste d'étendre son influence à l'ensemble du continent. Mais est-ce qu'aujourd'hui le communisme menace? Pourtant, ils continuent d'étendre leur toile avec l'OTAN. Oh, aujourd'hui, il n'y a plus de pays communistes en fait. Hein. Même si, par exemple, vous prenez le cas de la Chine, il y a le parti communiste, mais dans les faits, la Chine ne mène pas une politique économique communiste, non. Ils font du libéralisme. Même si quelquefois certains appellent ça du libéralisme d'État. Et puis, ils n'empêchent pas d'autres entreprises de s'installer en Chine. Voilà le problème. Les critères militaires ne pouvant plus à eux seuls décider de l'issue de la confrontation, la vitalité politique, le dynamisme économique et le pouvoir d'attraction culturelle revêtent une importance décisive. En moins de 2 décennies, le bloc sino-soviétique se divise alors que la coalition dirigée par les Américains maintient son unité sans faillir. Cette évolution s'explique pour une bonne part par une plus grande flexibilité au sein de l'Alliance démocratique. Son unité repose sur un ensemble de valeurs partagées sans cadre doctrinal formel. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que vraiment ces pays sont démocratiques? En fait, ce n'est pas évident. C'est vrai, il y a des élections, mais ces pays sont dirigés par des oligarchies d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires, de choses, comment on appelle ça, de banquiers, hein? Et de gens qui possèdent des industries, pas des industriels, c'est tout, c'est ça les faits. Voilà. A contrario, dans le champ communiste, l'orthodoxie dogmatique et la rigidité hiérarchique illustrée par l'importance démesurée accordée à un centre unique dont les oracles ont valeur de loi constitue un facteur de fragilité. Ça, c'était avant. On doit aussi noter que les États-Unis demeurent tout au long de la période bien plus puissants que leurs vassaux, alors que l'Union soviétique ne pouvait indéfiniment traiter la Chine en subordonnée, face au dynamisme économique et technologique de l'Amérique et de ses alliés. Aujourd'hui, la donne a changé. La première puissance économique, c'est la Chine. Ce n'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Hein? D'ailleurs, les bons du trésor américain, qui en a acquis le plus? Ce sont les Chinois. Donc, les Américains sont endettés auprès des Chinois. Voilà que les choses changent. Voilà. Les choses ne restent pas en l'état. La stagnation est de plus en plus marquée en Union soviétique et celle-ci ne peut rivaliser ni en termes de croissance économique, ni pour les technologies militaires. Là encore, les choses ont changé. La Russie a eu une grande évolution concernant les évolutions militaires avec des missiles hypersoniques. Hein? Le temps que vous détectiez ça, déjà, il a frappé la cible. Voilà les faits. Les choses ne restent pas en l'état. Dieu merci, c'est comme ça. Le délabrement économique nourrit en retour la démoralisation idéologique. Voilà. Donc, quand l'Union soviétique s'est écroulée en 1991, les Américains ont considéré qu'ils ont gagné. Alors que non, ce sont des dissensions internes, ce sont des contradictions internes qui ont fait que l'Union soviétique s'est écroulée. Ça n'a pas été une victoire des Américains, non. De fait, la puissance militaire soviétique et la crainte qu'elle inspire à l'Ouest masquent longtemps la dissymétrie essentielle entre les adversaires. L'Amérique plus riche, plus avancée dans le domaine technologique, montre plus de ressorts et de capacités d'innovation en matière militaire. Elle est socialement plus créative et plus attractive. Ça, ce n'est pas vrai. Socialement, elle n'est pas plus attractive. Il y a beaucoup d'Américains qui aujourd'hui ne peuvent même pas se soigner. Ne peuvent même pas aller faire une visite médicale auprès d'un dentiste. Moi, j'ai vu un documentaire où des Américains parcourent des centaines et des centaines de kilomètres
pour pouvoir consulter un dentiste. Parce que là, il y avait une association caritative qui leur permettait de se faire consulter gratuitement et recevoir des soins gratuitement. Hein? Avec la crise des choses, comment on appelle ça, du logement. Des gens qui s'étaient engagés à acquérir un logement. Aujourd'hui, ils dorment dans leur voiture. Je ne sais pas comment ils ont appelé cette crise-là, j'ai oublié le nom. Hein? Ils dorment dans leur voiture. Voilà le problème. Donc, l'Amérique n'est pas du tout attractive socialement, hein, ça, c'est pas vrai. En Union soviétique, le carcan idéologique qui s'impose à l'ensemble du système étouffe tout potentiel de créativité institutionnalisée, le gaspillage économique et freine l'évolution des technologies. Bon, l'Union soviétique s'est écroulée, ça c'est clair, c'est clair. La dimension culturelle de l'affrontement a largement influencé son issue. La coalition démocratique adopte de nombreux attributs du mode de vie américain, y compris dans le domaine politique. En quoi? Dans le domaine politique aux États-Unis, on voit quoi? C'est une alternance entre deux partis politiques, le Parti démocrate et le Parti républicain. C'est tout. Pourtant, il y a d'autres partis qui existent. Pourtant, il y a d'autres partis qui existent. Mais ce sont les deux partis-là qui tiennent la scène politique. C'est tout. C'est tout. Voilà. La coalition démocratique adopte de nombreux attributs du mode de vie américain, y compris dans le domaine politique. Bon, ça a été déjà dit. Sur les périphéries occidentales et orientales du continent eurasien, l'Allemagne et le Japon retrouvent la santé économique en tirant profit de leur admiration sans borne pour ce qui provient des États-Unis. Ça, ce n'est pas totalement vrai non plus. C'est vrai. Après la Seconde Guerre mondiale, bon, on dit c'est guerre mondiale, mais c'était surtout entre Européens, voilà, entre Occidentaux. Bien sûr que l'Union soviétique a été attaquée, donc l'Union c'est qui était. Et puis maintenant, il y a eu les batailles nazis. Mais aujourd'hui, les Japonais, hein, ils se plaignent. Ils veulent que la base militaire d'Okinawa, hein, que les Américains tiennent encore, cette base-là, quitte le sol japonais. La base militaire américaine d'Okinawa est encore là. De temps en temps, il y a des Japonais qui protestent, mais les Américains ne veulent pas écouter. Les bases militaires américaines sont encore sur le sol allemand. Mais les Allemands n'aiment pas cela. Ils n'aiment pas cela, mais ils n'osent pas le dire ouvertement, mais ils ne sont pas contents de cela. Parce que pour eux, c'est une frustration vis-à-vis de leur souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est une frustration vis-à-vis de leur souveraineté. D'ailleurs, même aujourd'hui, on voit le chancelier allemand qui parle de réarmer l'Allemagne. Hein, doter l'Allemagne d'une capacité militaire pour qu'elle n'ait plus besoin, hein, de la protection militaire des États-Unis. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Cela veut dire qu'ils ne sont pas totalement satisfaits de la présence américaine, et ça c'est clair, hein, c'est pas vrai. A l'inverse, chez la plupart des vassaux de Rome, bon d'accord, ça c'est dit. C'est-à-dire qu'il faut un peu du manichéisme, quoi. Ce qui vient de l'Amérique c'est bon, c'est bien. Ce qui venait de l'URSS et de la Chine c'est mauvais. Bon, ça c'est un peu du manichéisme. Les Chinois, pour qui le mot Russie signifie le pays de la faim, affichent un mépris encore plus grand. Dans un premier temps, leur contestation de l'université du modèle soviétique reste timide. Une décennie après la révolution communiste en Chine, ils en viennent pourtant à se présenter comme une alternative cohérente à la primauté idéologique de Moscou et laissent alors ouvertement s'exprimer leur traditionnelle absence de considération pour les barbares du Nord. Mais dans les barbares du Nord, là, il n'y a pas que les Russes. Hein. Pour les Chinois, les barbares du Nord, ce sont tous les Occidentaux et tous les Caucasiens. Parce qu'ils ont humilié la Chine avec les traités inégaux. Mais aujourd'hui, il y a une alliance entre la Chine et la Russie. Voilà. Face aux États-Unis, il y a une alliance entre la Chine et la Russie. Ça, c'est clair. Donc, vous voyez que les choses ont changé. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Il écrit encore, finalement, au sein même de l'Union soviétique elle-même, les peuples non russes, soit la moitié de la population totale, en viennent à rejeter la domination de Moscou. Au fil de ce lent éveil politique, les Ukrainiens, les Géorgiens, les Arméniens, les Azéris commencent à considérer le pouvoir soviétique comme une forme de domination impériale exercée par un peuple à l'égard duquel ils n'éprouvent aucun sentiment d'infériorité. Bien sûr. Parce que, en fait, les Russes ne se sont jamais dit supérieurs aux autres. Non. Non. Et puis, c'était quoi? C'est l'union des républiques socialistes. Donc, ce sont des républiques. Donc, les autres avaient un gouvernement. Mais sauf qu'il y avait le gouvernement, je peux dire, central,
qui était à Moscou, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Bon, il parle des aspirations nationales, ne se sont jamais exprimées avec beaucoup de vigueur. Mais voilà, on a vu, quand il y a eu l'écroulement de l'Union soviétique, bon, tous ces pays-là ont pris leur indépendance. La Géorgie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, la Finlande, quel pays encore, hein? La Géorgie, l'Ukraine, etc. Bon, non, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des minorités russes qui se sont retrouvées dans ces territoires-là. Alors qu'avant, ils étaient tous à l'intérieur d'un même État. Par définition, les empires sont des entités politiques instables, parce que les unités subordonnées préfèrent presque toujours acquérir une plus grande autonomie. Mais vous voyez, Brzezinski, sa vision est manichéiste. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas des crimes des États-Unis contre les pays de l'Amérique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud? On a vu ce qu'ils ont fait contre le gouvernement du président Allende en soutenant le coup d'État des choses de Pinochet, un coup d'État criminel. On a vu tout ce qu'ils ont fait en Amérique centrale, au Panama, hein? Comment on appelle ça? Non seulement le Panama, on a vu comment ils ont arrêté Noriega, hein? Un président d'un pays, ils l'ont arrêté comme si c'est un vulgaire bandit, en prétextant que oui, il est trafiquant de drogue. Alors que lui-même, il était quelqu'un qui informait la CIA et la NSA. Vous voyez, c'est cela. Hein? La United Fruit, cette compagnie américaine-là, qui fait des fruits, bananes douces, ananas, etc. Mais il faisait et défaisait les gouvernements en Amérique centrale. Hein? Le Salvador, le Nicaragua, tous ces pays-là étaient instables à cause de la politique des États-Unis. À cause de la politique impérialiste des États-Unis. Donc voilà les faits. Donc il ne faut pas qu'ils prétendent présenter l'Amérique comme un pays démocratique. Ce n'est pas vrai. L'Amérique n'est pas un pays démocratique. Les États-Unis ne sont pas un pays démocratique. C'est un pays oligarchique. Voilà. Et aujourd'hui, on voit la situation des Noirs, hein, où c'est toujours des bavures policières, mais les bavures policières sont orientées toujours contre les Noirs. Donc c'est que ce ne sont plus des bavures, c'est que c'est une volonté manifeste, hein, au sein de la police par des gens qui veulent de cela. Voilà, c'est ça. Voilà. Et maintenant, même ils sont étonnés que ces pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, qu'ils ont pendant ostracisé, on a vu depuis combien de temps qu'ils maintiennent Cuba sous l'effet d'un embargo, parce que Cuba s'est donné un régime qu'eux, ils n'approuvent pas. Mais vous n'avez pas à choisir le type de régime d'un pays. Si la population ne veut pas de ce régime, elles-mêmes elles vont se révolter et puis dégager ce régime-là. Mais ce n'est pas à vous de le faire. Vous voyez? Parce que la doctrine de Monroe, hein, qui dit l'Amérique aux Américains, mais sous la domination et la férule des États-Unis, c'est de l'impérialisme. Donc, Brzezinski accuse l'Union soviétique d'impérialisme, etc. Mais eux aussi, les États-Unis aussi font la même chose. Voilà, donc c'est ça. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Je vais m'arrêter là. Vraiment, le livre est énorme, hein. Ça, il faut qu'on l'avoue. Je ne sais pas pendant combien de temps il va falloir faire des vidéos pour pouvoir parcourir tout le livre de Brzezinski. Je vous remercie. Je suis le professeur Aluko Améréné, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.